La dernière fois, j'avais eu le temps de vous parler de la jeunesse de Mussolini, de sa jeunesse scolaire en particulier. Je voudrais maintenant, dans un deuxième point de ce premier paragraphe sur les années de formation, je voudrais maintenant, donc, dans un deuxième point, me pencher sur les exils et les militances du jeune Mussolini. Donc, petit 2, exils et militances au pluriel, et cela donc dans un premier paragraphe, grand A, les années de formation du grand 3 consacré au jeune Mussolini. Je répète, grand 3, le jeune Mussolini, grand A, les années de formation, et petit 2, exils et militances. L'exil hors d'Italie, Mussolini l'a connu plusieurs fois, et en particulier donc en Suisse entre 1902 et 1904. Alors pourquoi? Eh bien, en 1902, alors donc qu'il était instituteur, il n'est pas réembauché par la commune pour laquelle il travaillait. Il n'est pas réembauché parce que le conseil municipal est lassé de ses beuveries, de ses violences, de ses liaisons. Et il se retrouve donc au chômage et il a 19 ans. Donc le destin qui va s'imposer à lui pour quelques années est celui de centaines de milliers d'Italiens de son temps. Il va partir, il va s'exiler et il va être manœuvre dans le bâtiment maçon en Suisse. Alors, il faut bien comprendre que la Suisse du temps, c'est tout, sauf ce à quoi nous pensons quand nous lisons la Suisse. Pour nous, la Suisse, c'est du chocolat et des milliardaires assis sur des banques, voyez-vous, et où l'or est entassé sous les trottoirs de Genève. En fait, la vocation bancaire de la Suisse est ancienne, mais c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale qu'elle va se développer. Quand Mussolini se rend en Suisse en 1902, la Suisse, c'est surtout l'une des rares républiques européennes de l'époque et un exemple de démocratie extrême que la Suisse est d'ailleurs restée jusqu'à nos jours avec, vous le savez, cette pratique systématique du référendum d'initiative populaire. Donc la Suisse, c'est plutôt ça, et d'autre part, en Suisse, on peut rencontrer un véritable bouillon de culture subversif parce que la Confédération sert de terre d'asile à tous les révolutionnaires européens du temps, en particulier aux Russes qui sont traqués dans leur propre pays. Et la Suisse joue d'autant plus ce rôle d'attraction sur les révolutionnaires de l'époque que ces révolutionnaires sont souvent jeunes et que le système universitaire suisse est déjà l'un des meilleurs du monde. Il attire énormément d'étudiants étrangers. Tout ça vous explique que l'expérience suisse va jouer un rôle décisif dans la formation de Mussolini. Et c'est alors qu'il est vraiment devenu un véritable militant révolutionnaire. C'est alors qu'il a consacré l'essentiel de son temps, peu à peu, à ce rôle de militant révolutionnaire. Vous noterez que, d'ailleurs, il rentre dans la carrière plutôt par le côté syndicaliste révolutionnaire que par le côté politique stricto sensu. Car, je vous l'ai dit, il est maçon à Lausanne en particulier, et il va vite devenir secrétaire du syndicat des manœuvres et maçons italiens de Lausanne. Il y a suffisamment d'ouvriers du bâtiment italien à Lausanne pour qu'ils aient leur propre syndicat, et il en devient rapidement secrétaire. Ce qui fait qu'il va pouvoir déployer une activité journalistique dans leur organe syndical, et vous retiendrez, j'aurai l'occasion d'y revenir, que l'activité de journaliste était probablement la vraie vocation de Mussolini. C'est en tout cas, de toutes les activités qu'il a pratiquées, celle dans laquelle il a remporté ses plus grands succès. Donc, il va se mêler à tout un milieu militant, et vous devez connaître au moins le nom d'une représentante de ce milieu qui s'appelle Angelika Balabanov. Angelika Balabanov, ça s'écrit comme ça, et comme le nom l'indique, la Balabanov, elle est russe. Donc, Angelika Balabanov devient une intime de Mussolini. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils aient couché ensemble, vous voyez, mais en tout cas, elle est extrêmement proche de lui, elle devient une amie militante, et elle va jouer pendant un certain temps un rôle d'égérie du socialisme italien, parce qu'on est justement dans ce milieu interlope, vous voyez, de militants internationaux
internationaliste gauchiste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Angelika Balabanov, elle a vraiment été au cœur de l'histoire du totalitarisme européen, puisque d'une part, elle a été une amie de Mussolini, et que d'autre part, elle est aussi, à la même époque, une amie de Lénine, puisque Lénine est exilé de Russie et réside lui aussi en Suisse. Et il y a même un épisode proprement incroyable, le 18 mars 1904. 18 mars 1904 se tient à Genève un meeting commémoratif de la fin de la Commune de Paris. Vous savez que la Commune de Paris est écrasée au cours du mois de mars, et donc le 18 mars, pour l'anniversaire de cet écrasement, eh bien, se tient à Genève un meeting auquel participe toute espèce de militants de gauche. Eh bien, on sait que Mussolini y a pris la parole, et il semble bien que Lénine aussi. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a toutes sortes de débats pour savoir si oui ou non les deux hommes ont véritablement pris la parole à ce meeting. Et vous comprenez bien que l'historiographie de gauche ne tient pas essentiellement à ce qu'il soit démontré que Lénine y était. Mais c'est une possibilité tout à fait forte, et il y a quand même là un symbole extraordinaire, de voir et Lénine et Mussolini prenant la parole pour faire l'éloge de la Commune de Paris. C'est plus beau que le beau. En Suisse également, Mussolini a accru sa culture, et pas seulement sa culture politique. À Lausanne, on sait qu'il a suivi les cours d'un très grand sociologue qui s'appelle Pareto, Vilfredo Pareto. Et il est remarquable qu'il ait suivi les cours de Pareto, parce que Pareto est un sociologue qui est fasciné par les élites et par leur décadence. C'est Pareto qui a eu cette phrase que l'histoire est un cimetière d'aristocratie. Et Dieu sait si ces thématiques-là vont traverser et travailler le fascisme. D'autre part, c'est pendant sa période suisse que Mussolini se met à lire Nietzsche de très près. Et que trouve-t-il dans Nietzsche, sinon une critique acérée du progressisme, de l'égalitarisme européen. Nietzsche en a horreur, considère que ce progressisme, cet égalitarisme sont des preuves justement de la décadence de l'Europe, et naturellement la lecture de Nietzsche par Mussolini prépare en lui les reconversions futures, parce que justement ce progressisme, cet égalitarisme européen pour lesquels Nietzsche n'a pas assez de salive afin de cracher dessus, eh bien c'est la tradition dans laquelle s'enracine le socialisme. Donc il élargit sa culture, et vous retiendrez que, bon, effectivement, Mussolini n'a pas fait d'études supérieures, hein, il n'est pas allé à l'université comme étudiant à proprement parler, parce qu'il n'était pas bourgeois, et ça a permis, je me demande si ça n'est pas Ciano qui lui a décoché ce mot affreux. Il disait que Mussolini c'était un autodidacte, hein, donc un autodidacte c'est quelqu'un qui s'est formé par lui-même, et il disait c'est un autodidacte qui a été le mauvais élève d'un mauvais maître. Bon, je ne sais plus si c'est de Ciano ou de Bataille, il faudrait que je retrouve ça. Donc le mauvais élève d'un mauvais maître pour un autodidacte, c'est excellent, mais ça ne doit pas nous amener à sous-estimer le bagage culturel dont dispose Mussolini. Hein. Il avait lu des livres, et il en avait lu jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, il n'est peut-être pas encore clairement décidé à faire de la politique son métier, son état de vie. En 1904-1909, il revient en Italie pour accomplir son service militaire. Hein, et à l'époque, ça durait plusieurs années. Et il va donc vivre ça entre ses 21 et ses 23 ans, de 1904 à 1906. Et il a été un soldat sans histoire. Il n'y a pas grand-chose à dire de lui. Après quoi, eh bien, il fait retour à l'enseignement en 1908. Et il est recruté comme prof dans un collège auprès de Gênes. Et parallèlement, eh bien, il assure la direction de l'hebdomadaire socialiste local, et dans cette tâche éditoriale, eh bien, il se distingue par la violence de ses attaques contre les socialistes réformistes, contre l'aile la plus à droite finalement du Parti socialiste, ces socialistes qui sont finalement favorables à l'intégration dans l'Italie libérale de Giolitti. Alors vous pouvez et même devez connaître les noms de deux de ces socialistes auxquels Mussolini ne ménage aucune attaque. Hein. Il y a d'abord
Bissolati, que nous allons retrouver un peu plus tard, et également Turati. Turati étant plus important que Bissolati, puisqu'il finira par prendre la tête du parti socialiste italien. Et sa polémique contre ces socialistes modérés est tellement violente qu'il finit par être licencié du collège où il enseigne à cause de ça, ce qui fait qu'il va opérer un retour militant dans sa région d'origine, dans les Romagnes, un retour militant, mais cette fois-ci donc à Forlì. Forlì est une ville des Romagnes, donc du nord-est de l'Italie, Forlì, et il va donc retourner dans cette région, et c'est là qu'il va écrire un essai sur Nietzsche intitulé La philosophie de la force. Il a donc écrit un essai consacré à Nietzsche, et un essai dans lequel les spécialistes reconnaissent une véritable connaissance du philosophe. Donc la philosophie de la force, et rien que dans ce terme-là, philosophie de la force, mine de rien, il y a déjà une fusion de l'universel et du local. Bon. Et d'autre part, il va y rencontrer un personnage qui va nous suivre jusqu'à la fin de la vie de Mussolini, et qui est la femme avec laquelle il a vécu l'essentiel de sa vie, et qui s'appelle en français Rachel, et en italien Rachele. Donc à l'époque, il vit simplement à la colle avec elle, il ne l'a pas épousée, parce que dans ces milieux-là, ça ne se faisait pas. D'autre part, bon, je n'y insiste pas plus que nécessaire, mais il y a toute une chronique scandaleuse à écrire de la vie de Mussolini, qui a toujours eu beaucoup de mal à supporter toute forme de conjugalité, et ça a été vrai pour Rachele, et ça a été vrai pour les plus régulières de ses maîtresses, dont il avait du mal à supporter qu'elles s'installassent dans sa vie de manière un peu trop durable. Après quoi, eh bien, il va vivre un deuxième exil en 1909, et cette fois-ci à Trente. Donc Trente, vous savez, c'est une ville qui, à l'époque, est autrichienne. C'est la ville dans laquelle s'était tenu le concile de Trente, une ville donc alpine, et il y va comme secrétaire de la Chambre du Travail à Trente, où nous retrouvons encore une fois le côté syndicaliste révolutionnaire de Mussolini. Et une fois de plus, il va multiplier les polémiques de presse, et cette fois-ci, il va s'en prendre, entre autres, aux catholiques à Trente, parce que le parti catholique est très représenté dans la région, et il a donc polémiqué dès cette époque contre le personnage qui sera son véritable successeur. Vous savez qu'après la proclamation de la République en Italie, après la guerre, c'est le parti démocrate chrétien qui va prendre le pouvoir, et il l'a conservé pratiquement 40 ans, jusque dans les années 1990. Et à la tête de ce parti après la guerre, vous trouvez Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi, en français. Eh bien, Alcide de Gasperi, à l'époque où nous sommes, avant la Première Guerre mondiale, est un tout jeune homme politique, et c'est contre lui, entre autres, que Mussolini polémique, donc il le connaissait depuis fort longtemps. Et les choses vont si loin que, là encore, Mussolini est expulsé, puisque la scène se déroule dans l'Empire austro-hongrois. Donc les autorités austro-hongroises trouvent que cette agité commence à être un peu lourd, et donc il le réexpédie en Italie. Son expulsion lui vaut une aura qui le fait élire à la tête de la Fédération socialiste de Forlì. Et c'est à ce moment-là que la politique est véritablement devenue son métier, véritablement devenue sa vie, donc au moment où il revient en Romagne et où il prend la tête de la Fédération socialiste de Forlì. D'où mon second paragraphe que j'ai intitulé « Grand B » à la tête de l'extrême gauche. Grand B à la tête de l'extrême gauche, et nous allons prendre le temps d'y réfléchir un peu. Je vous avais dit, donc, finalement, le jeune Mussolini, à notre époque, il serait à la CNT, vous savez, Confédération nationale du travail, ou alors il serait dans les Antifa. Je crois que ce groupe existe de manière officielle, l'Antifa. Et ben, c'est exactement là qu'on aurait trouvé le jeune Mussolini. Il est ce qu'on appelle, donc, petit 1, un maximaliste. Il faut connaître ce mot, un maximaliste, ce mot du vocabulaire politique italien de l'époque, et bien saisir le sens de ce positionnement. Car la distinction entre maximalisme et
révisionnisme, elle est la traduction italienne du débat lancé par Bernstein, dont je vous ai parlé une autre fois, le débat justement sur le révisionnisme. Et vous vous souvenez que la question que posait Bernstein était finalement de savoir s'il fallait ou non renoncer à la révolution, si la révolution servait à quelque chose pour faire advenir le socialisme. Donc, dans ce débat interne au marxisme, Mussolini est sur la position maximaliste. Il faut garder la révolution. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un débat interne au marxisme. Rien que par là, eh bien, le marxisme de Mussolini, à cette époque, est absolument incontestable. Et donc, sa position est très claire. Il est hostile au révisionnisme, il est favorable à la révolution, et je vous disais qu'on peut donner de ce positionnement de Mussolini une interprétation d'ordre sociologique. C'est la position d'un prolo, vous voyez, par rapport à celle de députés, souvent avocats, mais donc bourgeois, et qui, eux, sont favorables à l'intégration dans la vie libérale dont ils participent de toute façon par tout leur être bien. Et il faut rappeler, d'autre part, que ce maximalisme de Mussolini, cette hostilité au révisionnisme, ne lui vient pas seulement de sa proximité avec Georges Sorel. Le maximalisme, dans le débat initié par Bernstein, c'est aussi la position de Rosa Luxembourg en Allemagne ou de Lénine en Russie. Donc, si la ligne de partage au sein du socialisme avant 1914 distingue les maximalistes et les révisionnistes, eh bien, du côté maximaliste de cette ligne, nous trouvons ensemble Rosa Luxembourg, Lénine et Mussolini. Ça vaut quand même la peine de le constater. Alors, que conserve Mussolini du marxisme? Qu'est-ce qui lui plaît particulièrement dans ce marxisme auquel il adhère? Eh bien, pas seulement l'hostilité au capitalisme, pas seulement la volonté de justice sociale par la révolution. Avec cela, Mussolini est tout à fait d'accord. Mais il est particulièrement intéressé par la doctrine du parti comme avant-garde de la révolution. Le parti comme avant-garde de la révolution. Vous savez que ça va être la conception du parti que va défendre Lénine, entre autres. Mais donc, derrière ça, il y a la conviction que, livrées simplement au combat syndical, les masses ouvrières seules ne dépasseront jamais le niveau des revendications économiques. Et que, justement, cet économisme finira par faire de ces masses ouvrières livrée à elle-même la proie du réformisme. Et vous vous souvenez que c'était l'une des tensions qui parcouraient le texte de Sorel à propos de la grève violente. La grève violente, c'est super, c'est une éducation permanente à la révolution, sauf que dans la mesure où la grève violente fait peur à la bourgeoisie cède, fait des concessions, et du coup la grève violente devient aussi une éducation permanente au réformisme. Rien ne va plus. En tout cas, la conclusion qu'en tire Mussolini, c'est que pour arriver à la révolution, il faut un parti de révolutionnaires professionnels, des révolutionnaires professionnels dont la tâche sera de guider les masses au-delà de l'économie vers la révolution. Il faut donc un parti qui soit un parti discipliné, un parti armé et un parti, trait d'union, armé, un parti qui soit une armée. Alors cette idée, elle est très vieille à gauche. Elle vient de Blanqui, entre autres. Blanqui est l'un des révolutionnaires français importants du premier 19e siècle. Et Blanqui passait son temps à dire qu'il fallait organiser les républicains, les révolutionnaires, s'ils voulaient venir à bout de la société bourgeoise. Donc une idée qui vient de Blanqui, qui est présente chez Marx, mais qui est une idée dont le rôle est décisif chez Lénine et chez les bolcheviks. Et il y a là un point commun essentiel, encore une fois, entre eux et Mussolini. Mais chez Mussolini, cette idée que des révolutionnaires professionnels doivent jouer un rôle particulier dans la révolution, elle est encore renforcée par la lecture de Sorel et par celle de Nietzsche. Car chez eux, ils trouvent le mépris du compromis, le goût de la violence, cela chez Sorel, et chez Nietzsche, il y a toute une réflexion sur le surhomme, sur la volonté de puissance, une réflexion qui va être encore renforcée par justement ce que Mussolini a pu retenir de l'enseignement de Pareto. Et donc on comprend l'intérêt de Mussolini pour cette doctrine du parti comme avant-garde du prolétaire.
Deuxième point maintenant, donc, Mussolini à Forlì, donc 1910-1912. Mussolini à Forlì. Il va donc employer ces années-là à faire de Forlì sa base politique, une base politique à partir de laquelle il va justement se lancer à la conquête du Parti socialiste italien. Alors, c'était quoi Forlì vers 1910? Eh bien, c'était une région dans laquelle les luttes agraires étaient extrêmement vives depuis des années. Qu'est-ce que je veux dire par les luttes agraires? Eh bien, que ces campagnes italiennes sont extrêmement stratifiées sur le plan social. Vous avez ce qu'on appelle les agrariens qui possèdent les terres, qui peuvent appartenir à la noblesse, et au-dessous de ces agrariens, vous avez des fermiers, vous avez des métayers, vous avez des ouvriers agricoles, et qui tous sont plus ou moins finalement payés, retirent des bénéfices plus ou moins grands ou plus ou moins minables du système. Et donc, entre tous ces gens-là, et les agrariens, d'une part, mais aussi entre ouvriers agricoles, les braccianti, ceux qui n'ont que leurs bras, vous voyez, qui travaillent de leurs bras, manœuvres agricoles, vous voyez, et les métayers, les fermiers, etc., vous avez des haines de classe qui sont extrêmement vives. Et le maximalisme de Mussolini va faire merveille dans ce contexte. Dès qu'il est nommé, donc... Dès qu'il est nommé secrétaire de la fédération socialiste, dès qu'il est à la tête de cette fédération, eh bien, il va multiplier les discours incendiaires, il va multiplier les articles provocateurs, ce qui fait que partout où il passe, eh bien, manifestations et grèves violentes ne cessent de se multiplier. Et cette agitation politique qu'entretient Mussolini, eh bien, elle paye. On voit augmenter le nombre des adhérents au Parti socialiste italien dans la région de Forlì, et on voit augmenter le nombre des lecteurs du journal de la Fédération socialiste de Forlì, dont je vous donne le nom, et je vous prie de le noter, puisque ce journal, dans lequel écrit Mussolini, s'appelle La Lotta di Classe. Et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le traduire en français. Il écrit dans un journal qui s'appelle La lutte des classes. D'accord, la lotta di classe. Et il est bon que vous le reteniez parce qu'il y a un certain nombre des collaborateurs de la lotta di classe que nous allons retrouver ensuite dans le parcours de Mussolini. Bref, vous saurez que quelques mois après l'arrivée de Mussolini à la tête de la Fédération socialiste de Forlì, il est parvenu à en faire la fédération la plus à gauche d'Italie, une base politique qui est pratiquement à sa main, au point que cette fédération se déclare prête à rompre avec le reste du Parti socialiste qu'elle considère comme trop réformiste. Mais ça n'est pas ce qui va se passer. Car là-dessus va se dérouler donc la guerre de Libye. Alors la guerre de Libye, donc la conquête de la Libye par les Italiens, c'est donc la perte par la porte ottomane de sa dernière possession africaine. L'Angleterre lui avait pris l'Égypte, la France lui avait pris l'Algérie et la Tunisie. Entre les deux, il restait ce bout de désert qui était la Libye. Et comme Giolitti veut lâcher du lest en direction du nationalisme italien, mais il accepte de se lancer dans la conquête de cette colonie pour que l'Italie, elle aussi, ait des colonies qui se voient sur la carte. Et cette guerre joue un rôle très important dans le processus long qui a fini par déboucher sur la Première Guerre mondiale. Nous disons que la Première Guerre mondiale, elle commence en 1914 et elle se termine en 1918, mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et un des moments essentiels, c'est la révolution jeune turque en Turquie, et donc les diverses puissances ont peur que cette révolution arrive à régénérer l'Empire ottoman, et ce qui fait que, clac, on va se jeter sur les lambeaux du dit Empire ottoman avant qu'il ne soit remis d'aplomb. Et c'est ça qui vous explique, entre autres, l'ultimatum italien, puis la conquête de la Libye, et toute cette petite manigance contribueront au déclenchement en 1914 de la guerre mondiale. Bref. Quelle est la position de Mussolini face à cette guerre de Libye? Eh bien, Mussolini, il est sur les positions officielles de l'international. Et ces positions officielles, c'est que les socialistes ne doivent pas tremper dans une guerre impérialiste, une guerre capitaliste. Bon. Et ce qui fait qu'il va fermement militer contre l'engagement dans cette guerre de Libye. Donc il n'est pas du tout sur les positions de ces syndicalistes révolutionnaires qui, eux,
au contraire, vont réaliser la première fusion, finalement, du socialisme et du nationalisme en restant syndicalistes révolutionnaires, mais en passant du côté de ceux qui sont favorables à cette guerre de Libye. Et ce sont ces gens-là, en 1911, dans lesquels Zefsternel repère justement les tout premiers fascistes italiens. Eh bien, Mussolini n'en fait pas partie, parce que lui, à ce moment-là, il est toujours à gauche et rien que de gauche, et même à l'extrême gauche, et donc il va militer de manière tellement forte que la province de Forlì se soulève pratiquement contre la guerre à la suite d'une grève générale qui est déchaînée là-dessus, et Mussolini va tout de même prendre et faire 6 mois de tôle, voyez-vous, parce qu'il a milité contre la guerre de Libye. Vous voyez le parcours incroyable donc qu'a réalisé ensuite ce personnage. Et naturellement, aller en tôle pour 6 mois, ben, ça lui rend service. Hein. Quand il ressort de là, son prestige est absolument au zénith à l'extrême gauche et il est déterminé à capitaliser là-dessus au niveau national. Et c'est effectivement ça qui va faire de lui le chef du PS. C'est le titre de mon troisième point dans ce paragraphe, donc petit 3, le chef du Parti socialiste italien. Alors ça va s'opérer en juillet 1912 lors d'un congrès du Parti socialiste italien qui se tient à Reggio Emilia. Reggio Emilia, ça rendait déjà service à Mussolini que le congrès du Parti socialiste se tienne à Reggio Emilia, puisque Reggio Emilia, c'est justement dans les Romagnes, c'est chez lui. Mais il a su tirer un parti maximal de la chose. Avant que le congrès ne se réunisse, Mussolini se livre à un travail de sape contre les réformistes à l'intérieur du parti. Tout le monde est d'accord que lors du congrès, il a réalisé une extraordinaire prouesse oratoire. Hein, il a eu le droit de prononcer un discours et tout le monde reconnaît que ce discours a été excellent et qu'il a achevé de mettre en minorité les tenants du réformisme, ce qui fait qu'il va obtenir en fait toutes sortes de succès. Tout d'abord, il obtient l'exclusion hors du Parti socialiste des réformistes les plus symboliques et les réformistes les plus engagés du côté de Giolitti. Donc le fameux Bissolati dont je vous ai parlé, il va être exclu du Parti socialiste au congrès de Reggio Emilia. Mais il n'est pas le seul. Vous allez aussi avoir un personnage qui s'appelle Bonomi. Et Bonomi, il finira, ou du moins il sera ministre un peu plus tard, et même Premier ministre, sauf erreur de ma part, en particulier après la chute de Mussolini et avant l'instauration de la République. Il y aura un intermède, et ce sera ce type qui remplira l'intermède. Eh bien, vous voyez que Bonomi, il avait été socialiste, mais alors un socialiste d'une nuance extrêmement rosée, et il est expulsé du parti en 1912 à la demande de Mussolini. Mais il n'y a pas seulement les exclusions du parti, il y a aussi les exclusions, j'essaie de trouver un feutre qui soit moins épuisé que l'autre et que moi. Donc il y a aussi les exclusions de la direction du parti. Donc vous allez avoir 3 militants célèbres, donc Turati, dont je vous ai déjà parlé, Treves et Modigliani. Modigliani, donc ça s'écrit comme le peintre du même nom. Oui. Donc Turati, Treves et Modigliani qui réussissent à se maintenir au sein du Parti socialiste, mais qui sont exclus de la direction. Ils perdent leur position de direction, et la direction du parti, à Reggio Emilia, en 1912, elle passe donc aux mains des maximalistes. Hein, elle échappe aux réformistes, elle passe aux mains des maximalistes, et en particulier aux mains de Mussolini, qui passe pour le chef de cette tendance maximaliste. Et cette victoire des maximalistes, et donc cette victoire personnelle de Mussolini, se traduit le 1er décembre 1912 par sa nomination à la tête du quotidien officiel du Parti socialiste, quotidien officiel dont le titre était celui-ci, Avanti, en avant. D'accord? En avant. Avanti. Donc le point d'exclamation fait partie du titre et il n'y a pas d'article. On dit l'Avanti, mais le L', lui, ne fait pas partie du titre. Donc il est nommé directeur de l'Avanti. Or, le type qui, à l'époque, est le directeur du quotidien officiel du parti, fait figure de chef du parti. Je vous rappelle que le quotidien officiel du Parti socialiste français
à l'époque, eh bien, c'est l'Humanité, et que le directeur de l'Humanité, donc le type qui fait figure de chef du Parti socialiste français, c'est Jean Jaurès. Eh bien, Mussolini est le Jean Jaurès italien, à ceci près que lui, il est vraiment à gauche. Jaurès, c'est un socialiste qui est justement réformiste, tout à fait prêt à s'intégrer dans les institutions de la Troisième République conservatrice, et il l'a démontré bien des fois. Jaurès n'est pas un révolutionnaire, alors que Mussolini, lui, il l'est. Bon. L'Avanti était publié à Milan. Bon. Et c'est donc à Milan que Mussolini va devoir transférer ses pénates, et à partir de 1912, de la fin 1912, il va donc faire l'expérience de cette métropole qui est la véritable capitale économique de l'Italie. Il arrive encore qu'on lise de nos jours des graffitis dans les transports en commun romains où des Milanais vexatoires écrivent Milano, capitale, Roma, succursale. D'accord? Donc, c'est la vraie capitale économique de l'Italie, un morceau de l'Europe la plus moderne, voyez-vous. Je vous rappelle que quand on est à Milan, on est finalement tout à fait au sud de la fameuse dorsale rhénane, ce qu'on appelle aussi la banane bleue, c'est-à-dire cet ensemble de villes qui vont en gros de l'agglomération de Londres jusqu'à justement Milan, Turin, Gênes, en passant le long du Rhin. Et cette dorsale rhénane, eh bien, elle a été et elle est encore l'une des zones les plus modernes, les plus dynamiques, les plus développées du continent européen. Ça veut dire quoi en 1912, donc pour Milan? Eh bien que dans cette ville, vous allez trouver un prolétariat particulièrement important, particulièrement dynamique et militant. Vous allez trouver des luttes sociales spécialement impressionnantes et la pratique de grèves générales extrêmement violentes. Retenez qu'en juin 1914, encore juin 14, avant l'assassinat de François Ferdinand, pour des raisons qui sont des raisons donc italiennes, se déroule un épisode d'extrême violence urbaine qu'on appelle la Semaine rouge de Milan. La Semaine rouge avec des manifestations, des émeutes socialistes à Milan, et Mussolini en prend toute sa part puisqu'à l'époque il est piétiné par la police montée. Vous voyez, c'est pas un socialiste en peau de lapin. Il va en tôle, il est écrasé par la police, il se fait tabasser, enfin, il fait le boulot, véritablement. Milan, d'autre part, donc il y a cette expérience de la métropole. Mais c'est aussi un lieu de bouillonnement intellectuel et politique. Vous avez des salons en tout genre, dont en particulier le salon politique d'une autre Russe qui s'appelle Anna Kulishov. Je dis une autre Russe puisque je pense à Angelika Balabanov dont je vous avais parlé. Donc Kulishov, c'est une autre égérie russe du socialisme italien, et elle tient un salon politique à Milan, donc Anna Kulishov, qui joue un rôle très important. Et c'est aussi à Milan, dès 1912, que Mussolini va faire la connaissance de Margherita Sarfatti. Alors j'aurais à reparler, je pense, de Margherita Sarfatti. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va être l'une des plus importantes parmi les maîtresses de Mussolini. Alors qui est-elle? C'est une femme qui n'est pas milanaise, mais qui est vénitienne d'origine, et elle appartient à la grande bourgeoisie vénitienne, et elle est socialiste, ce qui, dans cette grande bourgeoisie, est évidemment une forme de snobisme. Bon. Elle rencontre Mussolini à Milan, dans les locaux de l'Avanti. Elle va devenir sa maîtresse et elle va exercer une très forte influence politique et culturelle sur lui. Elle a beaucoup contribué à le dégrossir, à l'ouvrir à des réalités culturelles qui lui échappaient encore. Donc elle a joué un rôle essentiel dans sa vie, une vie qu'elle ne quitte définitivement qu'en 1939, quand elle va quitter l'Italie pour aller s'exiler en Amérique du Sud. Et pourquoi va-t-elle le faire, la Sarfatti? Partir, donc, je dis la Sarfatti, parce qu'en italien, on dit très souvent cela, ça n'est pas du tout péjoratif, de mettre l'article devant un nom en Italie. Donc pourquoi la Sarfatti va-t-elle quitter l'Italie en 1939? Eh bien à cause des lois raciales, car figurez-vous, c'est tout de même incroyable, que la maîtresse principale de Mussolini, elle est juive.
Margherita Sarfatti, elle appartient donc à la bourgeoisie juive de Venise et elle va être l'une des femmes les plus importantes dans la vie de Mussolini. Et là encore, on mesure la distance avec un Hitler. Vous voyez, c'est absolument inconcevable. Hitler avec une juive, ça n'est pas pensable. Eh bien, Mussolini, ça l'est. Et évidemment, ça n'est pas étonnant puisqu'il est encore de gauche. Vous voyez, pas de problème. Mais elle va rester sa maîtresse au moment du fascisme, et cela pendant plusieurs années. Alors, à la tête de l'Avanti, eh bien, Mussolini devenait par définition l'un des principaux opinion makers italiens, bon, parce que c'est le journal d'un très grand parti. Mais, non content de recevoir cette rente de situation, Mussolini va savoir en plus faire du journal sa chose. Il va s'y faire aider par Angelica Balabanov, et avec son aide, il va réussir à en expulser peu à peu les rédacteurs réformiste, de même qu'il avait réussi à chasser les politiciens réformistes de la direction du parti. Il expulse leurs clones de la direction du journal. Et il va faire entrer à l'Avanti bien, toute une équipe de maximalistes, d'anarchistes, de soréliens, et ce sont ces gens-là qui entrent à l'Avanti, autour de lui, à partir de 1912, parce qu'ils sont d'ultra-gauche, qui vont justement le suivre en 1914, quand il va quitter le socialisme, et qui vont fournir ce noyau socialiste originaire du fascisme, dont le rôle historique a été si considérable. Donc, il fait cela, et puis, d'autre part, il booste le journal. En un an, il fait passer sa diffusion de 20 000 à 100 000 exemplaires. Il y a là une véritable prouesse médiatique, journalistique, et ça nous ramène à cette idée que sa véritable vocation, c'était le journalisme, c'était d'être éditorialiste. Bon. Reste donc maintenant, pour en terminer, à regarder l'intervento, autrement dit, ce moment décisif où Mussolini est passé donc du socialisme à la cause nationaliste, et pour autant sans cesser d'être socialiste. L'intervento, donc l'intervention, ça s'écrit comme cela, l'intervento, et il faut connaître le mot parce que il désigne un mouvement politique tout à fait spécifique dans la vie politique italienne, l'intervento, l'intervention. Premier point là-dedans, donc, l'Italie face à la Première Guerre mondiale. Quelle était la situation diplomatique donc de l'Italie? Eh bien, quand la guerre éclate, en théorie, l'Italie est membre de l'une des deux coalitions qui vont s'affronter face à face. Vous le savez, vous aviez l'Entente, et l'Entente c'était la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et vous aviez ce qu'on appelait la Triplice, et la Triplice c'était l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Mais en fait, l'Italie subissait son alliance avec les puissances centrales beaucoup plus qu'elle ne l'avait désiré. En fait, elle s'était largement alliée à l'Allemagne et à l'Autriche pour être certaine qu'elle ne serait pas attaquée par elle, et également par ressentiment envers la France, à l'époque où la France lui avait chippé la Tunisie sur laquelle elle lorgnait. Donc cette alliance n'était pas tellement bien vue par les Italiens, ils la subissaient, et d'autre part, elle avait été sapée par la diplomatie française dès 1907. Il était bien entendu que l'Italie ne rentrerait en guerre du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie que si c'était clairement l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui étaient agressées par la France ou par une puissance de l'Entente. Or, vous savez qu'en 1914, ce sont les empires centraux qui ont été assez bêtes pour déclarer la guerre. Donc, l'ambassadeur d'Allemagne est venu au Quai d'Orsay et a dit « Monsieur le ministre, demain, à telle heure, eh bien, il y aura l'état de guerre entre l'Empire allemand et la République française. » Et le ministre français lui a répondu « Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de votre aimable visite. » Ça s'est passé sur ces rites-là. Bon. Mais l'Italie en a tiré immédiatement une conclusion. Elle a fait savoir que, puisqu'elle ne devait l'assistance aux empires centraux qu'en cas d'agression contre eux, et que c'est eux qui avaient déclaré la guerre, eh bien, elle n'était obligée à rien, en conséquence de quoi elle restait neutre. Et cette décision est prise à ce moment-là essentiellement par deux hommes qui sont d'une part le président du Conseil, Salandra. Donc Salandra, c'est le libéralisme le plus à droite, d'accord? Et le ministre des Affaires étrangères qui répondait au nom de Sidney, étrange prénom pour un ministre des Affaires étrangères, Sidney Sonino.
Donc Sonnino et Salandra décident de ne pas honorer la triplice et de rester neutres. Et naturellement, eh bien, ils commencent immédiatement à faire monter les enchères des deux côtés en proclamant qu'ils consulteront simplement sur la conduite à tenir, l'égoïsme sacré de l'Italie. Ils pratiqueront un égoïsme sacré, c'est-à-dire que quels que soient leurs engagements avec les uns ou avec les autres, eh bien, ils se vendront finalement au plus offrant. Alors, cette politique de l'Italie va entraîner une division absolument intense de l'opinion italienne. Assez rapidement, surtout après la bataille de la Marne, donc en septembre 1914, il n'a plus été question de rentrer en guerre aux côtés des empires centraux. Les Italiens avaient bien senti qu'avec la bataille de la Marne, les empires centraux avaient perdu une manche extrêmement importante. Il n'était pas question de voler à leur secours. La vraie question devenait celle-ci: est-ce que l'Italie reste neutre, situation dont les empires centraux auraient accepté de se contenter? Est-ce que l'Italie reste neutre ou est-ce qu'elle rentre en guerre? Est-ce qu'elle intervient, d'où l'intervento, mais bien sûr désormais aux côtés de l'entente, aux côtés de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie et de la Russie. C'était ça la question. Alors, qui était favorable à la neutralité? Qui était hostile à la guerre? Eh bien, on trouvait hostiles à la guerre massivement les libéraux, et les libéraux qui, justement, se regroupaient autour de Giolitti. Giolitti était le principal politicien italien depuis des années. Un concours de circonstances avait fait qu'il n'était pas Premier ministre, c'était Salandra qui l'était au moment où la question s'était posée. Mais donc, Giolitti, dont je vous réécris ici le nom, était convaincu que l'Italie pouvait obtenir beaucoup sans entrer en guerre. Et il faut connaître le mot italien qu'il a employé pour dire beaucoup, parecchio. On lui a posé la question, on lui a dit: que croyez-vous que l'Italie puisse obtenir si elle reste neutre? Il a répondu parecchio. Et le parecchio de Giolitti est devenu célèbre. Donc lui pensait que par un simple chantage à la guerre qui aurait été exercé sur l'Autriche, eh bien, il allait être possible d'obtenir de l'Autriche des concessions territoriales tout à fait considérables et que ces concessions, en fait, permettraient pratiquement de remplir le programme irrédentiste. Pour empêcher l'Italie de rentrer en guerre, pensait-il, eh bien, l'Autriche allait lâcher la région de Trente, allait lâcher l'Istrie, peut-être la Dalmatie, et cela sans qu'il y eût à sacrifier un homme. Bon. Donc, les libéraux de Giolitti. Mais on trouve sur le même fil, on trouve sur la même ligne les catholiques. Car, d'une part, les catholiques n'aiment pas la guerre, mais d'autre part, les catholiques se demandaient ce que la papauté allait devenir si l'Italie rentrait en guerre. Tant que l'Italie était neutre, le pape continuait de pouvoir être en relation sans aucune difficulté avec les églises catholiques, aussi bien de France, d'Italie, vous voyez, que d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. À partir du moment où l'Italie entre en guerre, eh bien, l'ambassadeur de Prusse auprès du Saint-Siège, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie auprès du Saint-Siège vont être obligés de quitter Rome, les relations vont devenir extrêmement difficiles, et en plus, on va voir se déchirer entre eux des catholiques de nations différentes. Donc, les catholiques en Italie sont hostiles à l'entrée en guerre. Ajoutez à cela l'hostilité à la guerre des socialistes, parce qu'ils sont socialistes et qu'ils refusent de tremper dans une entreprise qui leur apparaît impérialiste et capitaliste. Bon. Si vous y adjoignez encore les masses paysannes, en particulier toutes ces masses du Sud, auxquelles les buts de guerre italiens ne disent strictement rien. Vous habitez à Catanzaro, vous habitez à Reggio di Calabria. Que peut vous dire l'idée d'aller mourir pour que Trente devienne une ville italienne? Ça vous paraît délirant. Si, dis-je, vous y ajoutez les masses paysannes, ça vous fait donc les libéraux, les catholiques, les socialistes, les masses paysannes, ça veut dire que la majorité de l'opinion publique italienne est hostile à l'intervention. Et non seulement la majorité de l'opinion publique, mais la majorité du Parlement. Et ça va se traduire par une manifestation très belle époque, le 9 mai 1915. 9 mai 1915. On est à un peu plus d'une semaine avant que l'Italie ne soit poussée dans la guerre par son gouvernement. Et le gouvernement, sachant que le Parlement n'est pas d'accord avec sa politique, se garde bien de le convoquer. Les députés ne peuvent donc pas mettre le gouvernement Salandra en minorité.
Que vont-ils faire? Vous avez 300 députés qui vont se succéder chez Giolitti et déposer chez lui une carte de visite. Ça faisait partie des rituels mondains du temps. On allait chez quelqu'un et on laissait une carte de visite quand on ne parvenait pas à le voir. Eh bien, à la fin de la journée, vous avez 300 cartes de visite de députés chez Giolitti, ce qui veut dire que la majorité de la Chambre est favorable à sa politique et donc favorable à la neutralité. Face à cela, qui est pour la guerre? Eh bien, le gouvernement en place, donc Salandra et Sonnino, est le roi Victor Emmanuel, parce qu'il considère que la guerre européenne est un événement tellement important que l'Italie se discréditerait comme grande puissance si elle restait à l'écart. Et d'autre part, ils sont rentrés dans ce mécanisme d'enchère entre l'entente et les empires centraux, et comme évidemment les revendications territoriales de l'Italie se développent essentiellement à l'égard de l'Autriche, l'entente n'a pas beaucoup de difficultés à promettre plus que l'Autriche, puisque c'est pas elle qui paiera les pots cassés. Et donc ils sont persuadés qu'ils obtiendront davantage de l'entente que de l'Autriche. Donc le roi et le gouvernement. Et le rôle du roi dans cette affaire a été particulièrement décisif, parce qu'on pouvait opposer son autorité à celle du Parlement. D'autre part, certains milieux patronaux sont favorables à la guerre, les sidérurgistes, les marchands de canons en général, et puis vous allez avoir précisément le courant interventiste. Le courant interventiste, c'est qui? Eh bien, ce sont des minorités intellectuelles ou militantes qui voient dans la guerre un rendez-vous avec le destin. Et leur symbole est un intellectuel, un poète qui s'appelle Gabriele D'Annunzio. Et D'Annunzio va être l'une des principales figures politiques italiennes jusqu'à la marche sur Rome. Finalement, c'est seulement la victoire de Mussolini qui va le démonétiser. Donc, D'Annunzio, il veut tellement cette guerre par nationalisme que, puisque l'Italie ne la fait pas, il s'engage comme volontaire dans l'armée française. Et donc, vous allez avoir ces minorités qui, à force d'occuper la rue, eh bien, vont se faire passer pour la voix du vrai peuple italien en disqualifiant pour cela le Parlement. D'accord? Donc, les rues italiennes, à partir du printemps 1915 en particulier, vont déborder de manifestations interventistes, et ces gens-là vont dire la voix du peuple italien, c'est pas les 300 cartes de visite déposées chez Giolitti, c'est nous, regardez, nous sommes la masse, nous sommes dans la rue, nous sommes le peuple. Et naturellement, le gouvernement qui a horreur de ce type de manifestation, le gouvernement va s'appuyer sur le courant interventiste, va le manipuler pour prétendre justement que la véritable sensibilité de l'Italie, elle est favorable à la guerre et que le Parlement ne la traduit pas. Ce courant interventiste, quelle est sa composition quand on le regarde de près? Eh bien, ce qui est frappant, c'est qu'on y trouve les quatre composantes originaires du fascisme. Vous y trouvez les nationalistes, naturellement, qui voient dans cette guerre l'occasion d'achever le Risorgimento, les nationalistes. Vous y trouvez également les futuristes. Pourquoi? Eh bien, parce que enfin, ça va barder. Vous voyez. Et s'il y a quelque chose que Marinetti et les siens attendaient, c'était que ça bardât. D'accord? Donc, ils sont favorables à la guerre et ils sont également... C'était Marinetti qui disait que la guerre était la seule hygiène du monde. Bon, et tout cela très inspiré aussi par le nietzschéisme, bien sûr. Et d'autre part, ce qui les attire dans cette guerre, c'est le côté guerre moderne qu'elle va revêtir. Une guerre où l'artillerie lourde va faire la loi, où l'aviation va intervenir, où les sous-marins vont tirer des torpilles. Tout ça, ça caresse les futuristes dans le sens du poil et ils sont donc tout à fait favorables à intervention. Et puis, vous avez des socialistes, une certaine nuance de socialisme dans lequel on va justement retrouver Mussolini. Mais quelle est la quatrième composante de cet interventisme quatrième composante qui en fait est transversale à ces trois autres? Eh bien, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, il y a un jeunisme, et n'oubliez pas qu'un des phénomènes les plus remarquables de cette époque, c'est l'engagement volontaire dans les armées des seuls jeunes Européens qui eussent pu y échapper et qui étaient les étudiants. Vous êtes ouvrier boulanger ou vous êtes ouvrier agricole, et bien vous êtes mobilisé. Boum!
pas de questions à vous poser. Vous êtes étudiant, vous bénéficiez d'un sursis jusqu'à la fin de vos études. Et ça va être la course, non pas pour s'inscrire en faculté et pour pouvoir justement obtenir le sursis qui permet d'échapper au carnage, mais la course pour se ruer dans les bureaux de recrutement et pour pouvoir justement échapper aux études et se lancer dans la guerre. Et pourquoi? Eh bien parce que justement faire des études, quoi de plus chiant, d'accord? Et surtout quelle perspective plus épouvantable que celle qui s'offre à vous quand vous faites des études et que vous avez 18 ans, d'accord? Vous faites des études de droit. D'accord? Vous allez devenir huissier de justice. Vous allez passer votre vie à mettre à la rue des malheureux qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Vous faites des études de médecine. D'accord? Vous allez passer votre vie à dire aux gens ouvrez grand, grand, grand pour mettre un abaisse-langue. D'accord? Vous faites des études de lettres. Vous allez passer votre vie à corriger des copies épouvantables et à dire aux étudiants vous avez oublié votre exorde. Il y a de quoi se flinguer. D'accord? Donc, le refus de l'ennui bourgeois, la révolte adolescente, pousse tout un jeunisme à se retrouver dans la cause de l'interventisme. Alors, quelle est là-dedans l'attitude de Mussolini? C'est le petit 2. L'attitude de Mussolini. Eh bien, sur le plan officiel, Mussolini, il est le chef donc, du Parti socialiste italien et il est donc en théorie sur les mêmes positions maximalistes que Lénine ou Rosa Luxembourg. Lénine ou Luxembourg font partie des rarissimes socialistes qui refusent la guerre et ils sont totalement isolés dans leur parti, alors que ce neutralisme-là, il a pignon sur rue dans le Parti socialiste italien, puisque l'Italie est neutre, on peut être neutraliste, voyez-vous. Et donc, l'idée de Lénine ou Luxembourg, c'est que le prolétariat n'a rien à faire dans cette guerre, sinon d'en faire sortir la révolution. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Lénine n'avait pas été fâché du tout de voir que Guillaume II et Nicolas II étaient en train de se brouiller, parce qu'il se disait cadeau incroyable qu'ils font à la révolution. Donc au début, Mussolini est sur cette position. Pourquoi va-t-il évoluer? Or, d'une part, parce qu'il n'est pas insensible à la thématique irrédentiste, qui présente les puissances centrales comme des puissances réactionnaires, oppressive des nationalités, et en particulier de la nationalité italienne dans les terres irrédentes. Bon. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important pour comprendre l'évolution de Mussolini, et c'est l'échec des grèves générales déclenchées par le Parti socialiste italien en 1911 contre la guerre de Libye, et aussi donc en juin 1914, la fameuse semaine rouge de Milan dont je vous ai parlé. Alors, je vous ai dit que l'agitation contre la guerre de Libye avait été extrêmement forte et que l'agitation de la semaine rouge de Milan en juin 1914 avait été extrêmement violente. Or, que doit constater Mussolini? Que malgré tous ces efforts de mobilisation, de manifestation, de militance, eh bien tout ça avait abouti à un grand rien. Et à partir de ce moment-là, Mussolini devient extrêmement sceptique, non pas seulement sur la capacité du Parti socialiste italien, son parti, à déclencher une révolution, mais même purement et simplement sur la véritable volonté des socialistes italiens de déclencher une révolution. Ce qu'il se dit, c'est que si on en reste aux seules forces du socialisme italien, jamais il n'y aura de révolution en Italie. Il faut qu'un autre événement déclenche la révolution. Bien mieux, s'étant déjà dit cela, donc cet événement pourrait être la guerre, mais s'étant dit cela, il constate qu'au sein du Parti socialiste, les neutralistes les plus acharnés, les adversaires les plus résolus de l'intervention sont ces adversaires réformistes. Ce sont les réformistes au sein du Parti socialiste qui sont les plus opposés à l'entrée de l'Italie en guerre. Et il se dit, pourquoi donc? Mais c'est simple, finalement, ils refusent la guerre parce qu'ils refusent la révolution. Finalement, ces gens-là n'ont jamais su faire que servir la politique de Giolitti. Ils veulent la servir en faisant en sorte que le Parti socialiste abandonne la révolution, mais aujourd'hui, Giolitti, il est hostile à la guerre, et bien ils servent encore sa politique en se battant, ou plutôt en ne se battant pas, pour
le neutralisme, voyez-vous. Et finalement, ceux qui les mènent, ces gens-là, c'est toujours leur goût pour l'immobilisme digérant, c'est leur peur du bouleversement, leur peur du changement. Et donc, chez Mussolini, vous avez tout un travail intérieur qui se fait donc à partir d'août 14 et qui finit par le convaincre qu'en fait, la guerre peut être une occasion de déclencher la révolution, voire un substitut à la révolution. Et c'est là une position qui est celle de beaucoup de Soréliens. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, Mussolini va sauter le pas. Et donc, on pourrait dire que la date décisive dans la vie de Mussolini, le moment où Mussolini cesse d'être le jeune Mussolini, est la date du 18 octobre 1914. Car c'est le 18 octobre 1914 qu'il fait, si j'ose dire, son coming out et qu'il assume dans l'Avanti sa position interventiste. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était arrivé à cette conclusion. Certains, les gens les plus informés, le savaient, mais ils ne l'assumaient pas. Et ce jour-là, le 18 octobre 1914, donc, il assume son interventisme dans l'Avanti. Et les conséquences n'ont pas traîné. 2 jours après, le 20 octobre, il doit démissionner de la direction de l'Avanti. Vous voyez que ça a été extrêmement rapide, et quelques temps après, il va être exclu du Parti socialiste. Ça va être le 24 novembre 1914. Et cette exclusion de Mussolini des rangs du Parti socialiste, elle va peser très lourdement sur la vie de Mussolini et sur la vie du Parti socialiste. Mais entre ces deux dates, 20 octobre, sa démission de l'Avanti et son exclusion du PSI le 24 octobre, eh bien, le 15 novembre, il a lancé un nouveau journal, donc très rapidement, finalement, après qu'il a dû abandonner la direction de l'Avanti, c'est moins d'un mois plus tard. Et donc, je vous réécris ici le titre de ce journal de Mussolini qui va exister tout au long de l'histoire du fascisme et qui s'appelle donc Il Popolo d'Italia. Le peuple d'Italie, Il Popolo d'Italia. Mais ce qui nous intéresse, c'est que comme bien souvent, ces journaux ont un titre et ils ont une sorte de sous-titre ou un bandeau, voyez-vous. Et sur le bandeau du Popolo d'Italia, on lit « Quotidien socialiste ». On lit « Quotidien socialiste ». Autrement dit, pour Mussolini, ce n'est pas parce qu'il a choisi le camp de l'intervention, le camp du nationalisme, qu'il a cessé d'être socialiste. Et il faut vous souvenir que dans la réalité du socialisme du temps, effectivement, il existait toutes sortes de personnages qu'on appelait des socialistes indépendants. Donc des gens qui étaient socialistes, qui le proclamaient, mais qui n'appartenaient pas au Parti socialiste italien, en Italie, à la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, donc le Parti socialiste français en France, ou qui n'appartenait pas au SPD, Parti socialiste allemand, en Allemagne, socialiste indépendant. Bon. Eh bien, on peut dire que Mussolini, en étant expulsé du PSI, il devient socialiste indépendant et nationaliste. On a donc là la première union du nationalisme et du socialisme. Et nous en verrons les conséquences après les vacances. Au revoir.